Alors, on va un peu starter le bal. C'est moi qui vais le faire. Je vous remercie d'être, présent et présente aujourd'hui. Donc moi, c'est Mélanie Perroux, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la directrice de Prochedance Québec. Je remplace, Ludovic aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait un midi des membres, comme on fait d'habitude sur une thématique particulière. Puis on accueille Isabelle et Sarah qui vont vous parler un peu de la Prochedance famille. Mais moi, j'ai quelques petites informations à vous dire avant ça. Je les recherche juste sur mon écran. Où sont-elles parties? Les informations, dans le fond, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour nous, pour vous surtout, dans le cadre des midis des membres, etc. Donc, le 8 février, midi, je présente dans le fond le quatrième axe de la politique, du plan d'action en proche aidance. Donc, j'ai déjà fait 1, 2, 3 pour ceux qui étaient là. Puis là, c'est le quatrième axe. Puis, je vais en profiter aussi pour inviter un petit 15 minutes une association féministe qui vient vous parler du travail invisible et de l'impact que ça a donc pour les personnes proches aidantes. Le 15 février, on aborde le fait d'être proche aidante d'une personne qui vit avec une schizophrénie. Et le 24 février, on accueille le service Info Aidant qui va nous expliquer un peu comment ça fonctionne, leur ligne Info Aidant, leur référencement, l'approche clinique qu'ils ont, puis les perspectives qu'ils ont pour l'avenir. C'est d'autant plus important qu'il y a leur nouveau fonctionnement de référencement là, qui a été mis en place en décembre, fait que c'est pour comprendre un peu mieux la chose. Ça, c'était mes annonces. Sur le webinaire d'aujourd'hui, donc la paire aidance famille, c'est quelque chose qui tend à se développer, qui vient majoritairement du milieu de la santé mentale, mais dans les discussions que nous, on a de plus en plus avec le ministère ou avec dans d'autres instances en proche aidance, on entend souvent parler de cette initiative et ça va aller un peu de l'avant dans les prochains temps. Fait qu'on s'est dit, ben, c'est une bonne occasion de savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que ça mange en hiver. Fait qu'Isabelle et Sarah, ben, je vous laisse aller de l'avant sur votre présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat pour ne pas les oublier, mais on va surtout les passer à la fin de ce webinaire. Fait que merci et je vous laisse, Isabelle, Sarah, partager vos écrans. Oui, bien peut-être avant de partager notre présentation de PowerPoint, peut-être nous présenter brièvement. Donc, Isabelle Hainaut, je suis père aidante en santé mentale et une personne en rétablissement qui vit avec un trouble de santé mentale et qui s'est formée à la père aidance et qui maintenant, je suis la directrice de l'Association des pères aidants, qui est un organisme qui essaie de regrouper un peu tous les pères aidants qui pratiquent la père aidance. Puis, j'ai aussi, je voulais vous mentionner parce que j'ai réfléchi beaucoup sur la prochaine danse en faisant cette présentation. Puis, sans savoir le vocabulaire et tout ça, moi, j'ai aussi été une proche aidante de ma mère qui avait aussi des enjeux de santé physique et mentale. Donc, je me suis rendu compte que moi aussi, en quelque sorte, j'ai été, sans le savoir, là, pendant longtemps, une proche aidante de ma mère. Donc, ça m'a fait un peu réaliser ça aussi, ce processus. Donc, Sarah, je te présente. Oui, merci Isabelle. Bonjour à tous. Moi, c'est Sarah Brulart. Je suis père aidante famille. Je travaille pour l'ACPAM, soit l'Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale. Donc, un organisme que vous connaissez sans doute, qui est situé à Montréal, qui soutient l'entourage de personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Et en fait, dû à un partenariat entre l'ACPAM, donc l'organisme communautaire, et le CIUS Centre-Sud, j'offre mes services de père aidant de famille à l'hôpital Notre-Dame, soit à la clientèle, donc aux familles. OK, on éclaircit le mot tout de suite famille, personne significative de la personne du proche de la personne qui compose avec la santé mentale. Donc, ça peut être un cousin, un voisin, un ami, le papa, la maman, peu importe. C'est vraiment un proche significatif qui désire s'impliquer dans le rétablissement de la personne qui compose avec la santé mentale. Donc, voilà, donc j'accompagne les familles des personnes qui sont suivies en clinique externe à l'hôpital Notre-Dame, à l'urgence psychiatrique et sur l'unité aussi.
Donc, voilà, puis je vous garde le punch pour la suite de la présentation. Oui, je vais partir le partage d'écran. Ce que je trouve plate, c'est que je ne vous verrai plus par contre, mais bon. Pendant que tu fais ça, je vois qu'il y a Pierre qui a levé la main. Fait que je ne sais pas si c'est un point qu'on peut éclaircir tout de suite. Pierre, si vous voulez prendre la parole, le micro, vous devriez pouvoir le faire. Est-ce que... Oh. Ouais, les micros sont bloqués, je pense. Oui, normalement, je l'ai débloqué pour lui. OK. Pierre, est-ce que... Bon. Peut-être écrire la question continuer. dans le chat, sinon. Voilà, au pire, écrivez votre Ah, question. Pierre est là, oui. oui. Ça y est. Mais son micro, non. Vous pouvez désactiver votre micro, je vous ai donné l'autorisation. Essayez maintenant. Bon, mais si vous pouvez écrire votre question dans le chat, on verra pour y répondre, puis on vous entend pas du tout. Donc, ça va pour... on voit bien? Oui, c'est bon. Oui. OK. Donc, on s'est présenté, voilà, moi et Sarah. On va vous parler de pérédance et de pérédance famille. Donc, moi, je vais commencer la première partie un peu pour la mise en contexte, la pérédance en général, puis Sarah va continuer par la suite avec la pérédance plus famille et en lien avec la proche aidance. Donc, je fais un historique très rapide parce que, bon, ça, c'est des choses qu'on apprend là, quand on est plongé dans la pérédance. Comme disait, excusez-moi, Mélanie, la pérédance, ça vient beaucoup du milieu de la santé mentale et des dépendances à l'origine, mais effectivement, on voit que ça s'en vient dans plusieurs autres domaines. Mais moi, je vous montre l'historique qui est vraiment ancré au niveau plus de la santé mentale. Donc, ça va aussi loin que historiquement en 1800 où un ancien patient a collaboré avec un psychiatre pour aider ses collègues patients dans un hôpital psychiatrique en France et qui a finalement eu un grand impact sur comment on traitait les patients dans l'hôpital. Donc, un patient qui aide d'autres patients. Puis, graduellement, la pérédance est apparue en Amérique du Nord dans les années 1920, mais c'est surtout en 1930, 40, 50 où on a vu les groupes d'entraide que vous connaissez certainement, là, les AA, les NA, tout ça. Donc, des gens qui se regroupent soit avec une problématique de consommation, une problématique de santé mentale. Il y avait le mouvement aussi des usagers survivants, donc ce qui est tous des usagers de la psychiatrie qui finalement se sont regroupés pour s'entraider parce que le système ne répondait pas nécessairement à leurs besoins, où il y avait beaucoup de choses épouvantables aussi qui pouvaient se passer là, dans les asiles et tout ça. Donc, il y a eu un grand mouvement des usagers de la psychiatrie et d'entraide. Et aussi, tout avec les autres mouvements sociaux des années 1970. Donc, ça s'inscrit là-dedans. Mais plus concrètement, la pérédance est apparue, là, si on regarde au Québec, en 2005. C'est la première fois qu'on mentionnait les pères aidants dans le plan d'action en santé mentale du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et suite à ça, le Québec, voyant ailleurs dans le monde qu'il y avait de la pérédance, le Québec est allé voir ce qui se faisait ailleurs et a importé un peu un modèle de pérédance américain de la Georgie, et ce qui a donné lieu à une formation de père aidant en 2008, la première formation. Et par la suite, bon, il y a eu des documents de la Commission de la santé mentale du Canada sur la père aidance. C'est des documents un peu quand même très, très importants qui parlent des lignes directrices et de la nécessité d'avoir la père aidance en santé mentale. Donc, suite à cela, il y a eu aussi ça s'est comme popularisé un peu. Il y a eu, au niveau de la père aidance famille, un projet pilote en 2012 à Douglas, à l'Institut Douglas.
qui est un institut spécialisé là, en santé mentale. On a vu aussi apparaître plus tard en 2016, plutôt au Canada anglais, la certification canadienne de père aidance. En 2017, il y a un programme à l'Université de Montréal qui a vu le jour qui se consacre à la père aidance. Et en 2018, ben, c'est un peu, là, il y a eu beaucoup de pères aidants formés finalement qui se sont regroupés dans l'organisme que je dirige maintenant, qui est l'Association des pères aidants du Québec. Et évidemment, ce qu'on voit, c'est que oui, ça a émergé de la santé mentale, mais on en voit maintenant, on a des membres qui sont, par exemple, pères aidants autistes donc dans les services pour les personnes autistes, les gens qui ont le cancer, qui vivent l'expérience du cancer. Donc, il y a des patients accompagnateurs ou des patientes pères aidantes là-dedans. Il y a évidemment dans le milieu des dépendances, tout ça. Donc, ça s'en vient un peu plus large que la santé mentale. Mais ça a ses racines dans la dépendance et la santé mentale. Donc, un père aidant, c'est quoi? Bien, c'est évidemment, dans le cas, là, je vous parle encore dans le spectre de la santé mentale, c'est une personne qui vit elle-même avec un trouble, qui est diagnostiqué ou non, mais souvent qui est diagnostiqué et qui est venu avec, évidemment, tous les traitements ou les épisodes de service. Donc, évidemment, quand on a une problématique, bien, tout ce qu'on fait pour tenter de dealer avec ça, nous amène éventuellement, on l'espère, à avoir un état qui se rapproche d'un rétablissement satisfaisant, c'est-à-dire que la maladie n'est plus complètement, elle ne prend pas toute la place dans notre vie, mais on a appris des stratégies pour mieux gérer la chose. Donc, on arrive à un état un peu satisfaisant malgré les défis. Et nous, comme patients, comme moi, je suis encore patiente, genre, j'utilise encore des services de santé mentale. Donc, moi, j'amène vraiment le regard du patient et le regard subjectif de la maladie, le regard de l'expérience vécue. Et évidemment, souvent, les pères aidants ont un intérêt à aider les autres parce que c'est ça qu'on fait avec notre vécu et nos connaissances qu'on a acquises dans notre parcours. On aide les autres personnes qui vivent des enjeux similaires. Donc, il faut être orienté vers un peu vouloir aider l'autre et de pouvoir parler de soi, vouloir et pouvoir parler de soi, de son histoire. Parce que des fois, on a vécu des choses très difficiles. Il faut quand même pouvoir être à l'aise à le partager. Et ce que ça fait, c'est que ça personnifie l'espoir pour les patients et les professionnels, les membres des équipes, pour voir que c'est possible de vivre une vie très satisfaisante et correcte malgré un trouble de santé mentale. Et souvent, le père aidant va être appelé à travailler en équipe, évidemment. Il n'est pas seul. Il va travailler souvent avec soit d'autres pères aidants ou toutes sortes de professionnels, des psychiatres, des infirmières, des travailleurs sociaux, ergothérapeutes, etc. Donc, qu'est-ce que ça fait concrètement un père aidant? Ça assiste les personnes avec qui il est en contact dans leur démarche de reprise de pouvoir sur leur vie et dans leur processus personnel et unique de rétablissement. Chaque personne a son parcours. Et puisque lui-même a affronté des obstacles liés à un trouble de santé mentale et qu'il a développé des stratégies, il devient un modèle de rétablissement et ça donne espoir aux autres personnes. Donc, après ça, évidemment, ça prend des attitudes, des aptitudes et une formation pour pouvoir être ce modèle de rétablissement positif qui aide ses pairs à maintenir et améliorer eux-mêmes leur qualité de vie selon leurs valeurs, leur culture propre et leurs objectifs de bien-être personnel. Donc, on vient évidemment rajouter à ce qui est déjà offert. Il y a plein de services en santé mentale et en santé générale, mais nous, on offre ce bonus-là de partage de savoir expérientiel. Je vous donne des exemples parce que vous avez peut-être vu à la télévision ou si vous connaissez ça un peu, il y a des pères aidants qui sont même sortis publiquement pour parler de leur vécu avec la maladie. Je pense à Luc Vigneault qui était passé à Tout le monde en parle et qui a écrit des livres. Richard Breton, Benoît Saint-Pierre, ça, c'est des membres de notre association qui exercent la père aidance. Il y a aussi des femmes. Au début, c'était beaucoup des hommes, mais maintenant, il y a beaucoup de femmes pères aidantes. Des exemples, Patricia Clavet qui travaille chez Relief, Julia Benny, Colombe Saint-Louis aussi qui a écrit des livres sur son vécu avec la psychose. Donc,
là, vous allez peut-être me dire, mais Isabelle, l'entraide, aider les gens, ça existe depuis toujours, puis c'est pas quelque chose qui, je veux dire, c'est quelque chose qui a toujours existé. Oui, puis c'est pour ça que moi, j'adore ce petit tableau parce que ça l'explique un peu le spectre de l'entraide ou du soutien. Parce que dans le fond, tout le monde s'entraide, hein? Entre voisins, entre amis, en famille, tout le monde s'entraide. Mais là, on va vraiment dans la partie en bas que vous voyez qui est plus formelle, formalisée de l'entraide et qui est bien sûr souvent rémunérée. Donc, nous, les pères aidants, on exerce de façon professionnelle rémunérée. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas favoriser aussi de toutes les autres formes d'entraide, mais nous, c'est vraiment dans une posture professionnelle, si on peut dire. Donc, et souvent, ça va se retrouver dans les services cliniques. Comme vous voyez en bas, service clinique en voulant dire service vraiment comme du réseau public ou dans le communautaire, mais qui est axé sur les services plus cliniques. C'est là qu'on voit le plus les pères aidants actuellement. Et je vous ai mis en haut des synonymes des fois que vous pouvez entendre, c'est-à-dire soutien entre pairs, père aidance, intervention par les pairs, médiation par les pairs. Ça dépend de quel secteur où vous êtes, mais il y a des synonymes. Mais nous, on utilise père aidance de façon générale. Comme je vous disais, le ministère avait mis des pères aidants dans les services cliniques dans son plan d'action en santé mentale 2005, 2010, 2015, 2020. Ça a commencé là. Mais maintenant, les pères aidants, on les voit dans plusieurs autres modèles et même ailleurs que dans le réseau public. Ça peut être aussi dans des projets de recherche. Donc, des patients, des fois qu'on appelle des patients partenaires ou des pairs chercheurs. Donc, il y a d'autres sphères où on retrouve les pairs aidants. Mais à l'origine, c'était beaucoup dans les équipes SIM-CIV, qui sont des équipes très intensives sur de soutien dans le milieu pour des troubles assez graves. Donc, la schizophrénie, bipolarité ou des gens qui sont vraiment avec des multiples problématiques. C'était là qu'on mettait les pairs aidants au début, mais là, ça s'élargit beaucoup. Donc, on en retrouve dans les organismes communautaires, dans le système de santé publique, que ce soit les hôpitaux comme Sarah, dans les équipes mobiles, au CLSC, dans des ressources d'hébergement, dans les CHSLD. On pourrait penser aussi à des instituts spécialisés, plus judiciaires ou des choses comme ça. Et même dans des établissements d'enseignement comme des universités ou des cégeps. Et même dans des compagnies privées, de plus en plus, la santé mentale, on le sait, c'est très, on en parle beaucoup. Donc, il y a des compagnies privées qui veulent se munir de programmes de pairs aidants pour aider leurs employés, par exemple. Qu'est-ce que ça donne, la paire aidance? Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus, pas beaucoup au Québec, mais beaucoup dans le monde. Et ça a beaucoup de bienfaits divers qui ont été mesurés. Puis ça, c'est peut-être pas très complet ce que j'ai mis, mais on a une section sur notre site web là, de tout ce qui est données scientifiques. Mais ça a des bienfaits pour la personne qui est père aidante, comme moi, par exemple, ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours d'être père aidante. C'est sûr que c'est très valorisant, ça me fait sentir que j'ai un pouvoir sur ma vie et pour aider les autres. Au niveau évidemment, on ose croire qu'on aide aussi les personnes qu'on accompagne, donc il y a des bienfaits pour la personne aidée. Puis, il y a les bienfaits pour le système en général et la société parce que les pères aidants, leur présence rappelle l'espoir du rétablissement, que ce n'est pas la fin du monde d'avoir un trouble de santé mentale, par exemple, puis ça favorise l'inclusion et la diversité dans un service, par exemple, clinique qui, des fois, est très rigide. Donc, c'est pour, évidemment, axer tout ça sur le rétablissement et sur la personne. La présence de père aidant, c'est un indicateur, par exemple, qu'un CIUS, là, si vous connaissez le système là, de public, les CIUS ou les CIS, serait axé sur le rétablissement. S'il y a des pères aidants, c'est comme la preuve, on peut dire. Il y a diverses formations qui ont émergé, comme vous avez vu dans l'historique. Les gens qui prennent ces formations-là ont des backgrounds très variés, des gens qui ont d'autres carrières. Moi, j'avais une autre carrière, j'étais dans un autre domaine avant de m'orienter dans la paire aidance. Donc, c'est vraiment toutes sortes de personnes, toutes sortes d'âges, toutes sortes de profils.
Et des fois, les gens vont faire la formation de la paraidance, vont pratiquer la paraidance quelques années et ça va être un tremplin vers d'autres choses aussi. Ce n'est pas nécessairement des carrières que les gens font pour la vie. Ça peut être une transition aussi. Parce que moi, c'est ça que j'observe chez mes membres. Il y en a qui font ça un certain temps et transitionnent vers d'autres choses. Maintenant, je vais laisser ma collègue Sarah vous parler plus spécifiquement de la paraidance famille parce que c'est quand même un peu plus particulier et qui se rapproche, qu'il y a un peu des choses qui se recoupent avec la proche aidance. Donc, Sarah. Merci, Isabelle. Donc oui, effectivement, vous verrez peut-être des similitudes aussi avec ce qu'Isabelle vous a dit. Il y a quand même un lien assez qui est présent quand même entre la pérédance et la pérédance famille. Donc, pour commencer, c'est quoi une pérédante famille? C'est un proche d'une personne qui compose avec un trouble de santé mentale. Donc, si je prends mon exemple, j'ai personnellement un proche qui compose avec une problématique en santé mentale. Donc, et je suis formée pour être à l'écoute. Je suis des formations. Isabelle en a parlé dans l'historique. J'ai suivi une formation à l'Université de Montréal, en plus d'un bagage que j'avais avant aussi, mais c'est spécifiquement cette formation qui m'a amenée à être pérédante famille aussi. Et je partage mon savoir expérientiel. C'est une spécificité aussi de la pérédance famille. On l'a vu tout à l'heure en tant que pérédant. Donc, on peut et on se doit quelque part d'être à l'aise de partager notre expérience vécue auprès de nos proches en santé mentale. Mais comme Isabelle l'a dit tout à l'heure pour la pérédance famille aussi, ça peut se retrouver je pense, dans de multiples milieux autres que la santé mentale. Parce que une expérience qu'on vit en tant que proche, peu importe, on peut le partager avec nos pairs. Et donc, c'est ça, c'était un partage de savoir expérientiel et de partage de nos connaissances en général, du système, du réseau et autres. Je te laisse changer, Isabelle. La fonction des pères aidants famille, donc qu'est-ce qu'on fait en tant que père aidant famille? C'est bon de distinguer aussi des intervenants psychosociaux. Comme je vous disais tout à l'heure, je travaille pour l'ACPAM. J'ai des collègues père aidant famille, mais j'ai aussi des collègues intervenants psychosociaux. Et donc, nous, en tant que père aidant famille, ce qu'on offre, c'est une place, en fait, un espace d'expression pour les familles, donc familles proches, amis, comme je vous disais tout à l'heure, personnes significatives. C'est une place où ils peuvent se déposer, où ils peuvent s'exprimer sans jugement. Parce que oui, on peut aller parler avec nos amis, avec les membres de la famille, mais il y a le petit jugement ou autre. Des fois, on est moins à l'aise de le faire, or que nous, on leur offre cet espace-là. Ce qui permet à nous, en tant que père aidant famille, c'est d'identifier c'est quoi les besoins des familles et puis de les outiller. Donc, quand on parle d'outiller, ça peut vraiment être varié. Ça peut être vers des outils, de les diriger vers des organismes communautaires. Ça peut être de les diriger vers des formations pour les proches. Il y a des personnes aussi qui ont décidé d'aller en thérapie à la suite des rencontres parce qu'elles se sont rendues compte qu'ils avaient besoin pour leur propre bien-être. Et aussi, ce que je voulais dire, en fait, tout à l'heure, en fait, quand on leur donne une place d'expression, ce que j'ai reçu dans les commentaires des familles que j'ai accompagnées, ça leur a permis de prendre du recul face à leur situation, de se poser les bonnes questions, de prendre de la distance un peu face à leur situation. Donc, c'est ça. Et puis, comme je vous disais, c'est d'orienter les personnes vers des ressources de soutien. Puis, vous le connaissez dans le domaine, hein, chaque famille, c'est différent, chaque situation, c'est différent. Et je dirais même chaque membre de la famille, le choc pour la personne qui compose avec la santé mentale est présente, mais c'est aussi un choc pour chaque membre et différent pour chaque membre de la famille. Donc, c'est bon de donner à chacun sa place pour pouvoir se déposer. Donc, voilà, et chacun des ressources probablement différentes. J'ai voulu faire un petit détour vu qu'on a eu le plan d'action interministériel qui vient de sortir avec la citation de Christian Dubé, notre ministre de la Santé et des Services sociaux, qui lui fait ressortir l'importance justement de la mise en place de conditions permettant de favoriser la santé mentale de l'ensemble de la population et l'accompagnement optimal des personnes présentant un trouble mental et des symptômes y étant associés, ainsi que leur famille et leur entourage. Je voulais juste faire ressortir, et je suis contente toujours de lire ça, qu'on ressort l'importance pour la personne qui compose avec la santé mentale, mais aussi pour les proches. Parce que dans le rétablissement, tu peux changer, Isabelle, en même temps, c'est correct. Parce que dans le rétablissement,
le modèle du rétablissement, on voit l'importance des proches pour la personne qui est en suivi. Donc, c'est important aussi de les outiller, de les accompagner et pour le bien-être de tout le monde, en fait. Ce qui m'amène à vous partager les plus-values de la pérédance famille. Donc, en tant que proche, donc en tant que famille qui est accompagnée par une pérédante famille, ça permet de briser l'isolement. Ils se sentent moins seuls parce qu'ils peuvent en parler. Ils se sentent moins seuls aussi parce que nous, on peut leur partager notre expérience. Donc, ils voient qu'ils ne sont pas seuls à passer par là. De retrouver l'espoir. On passe et on continue à passer par des épisodes aussi avec nos proches. Donc, on est peut-être un exemple de résilience où on passe toujours à travers et on s'outille. Donc, ça peut donner l'espoir de voir que ça fonctionne. Je partage aussi des outils comme des ouvrages de personnes, justement, des pères aidants ou de personnes qui ont composé qui composent avec des problèmes de santé mentale et qui ont retrouvé une vie meilleure. Donc, ça donne de l'espoir. Ce qui apporte aussi dans les plus-values, c'est le sentiment d'être mieux outillé pour accompagner son proche. C'est une expérience personnelle aussi que je vous partage là. J'ai fait la formation de pérédance famille, comme je vous le dis, d'accompagner les familles. Maintenant, ça fait un peu plus d'1 an que je pratique la pérédance famille. Et quand mon proche a eu un épisode plus difficile, bien, je me suis sentie pour la première fois beaucoup mieux que les autres fois. On n'est pas bien, mais on se sent plus outillé, on se sent plus fort. Donc, la réalité est là. Quand on comprend mieux ce qui se passe, donc on est mieux outillé, c'est plus facile de passer à travers des situations difficiles. Aussi, les plus-values pour la personne en rétablissement, c'est d'avoir des proches mieux outillés, plus solides. Je vous apprendrai sans doute rien là-dedans, mais c'est sûr qu'un proche qui est mieux outillé et qui comprend mieux ce que la personne qui compose avec la santé mentale, elle vit, bien, il va avoir des interactions peut-être plus adéquates, une meilleure communication, un meilleur soutien. La personne qui comprend mieux et qui est plus capable de voir détecter les signes précurseurs va pouvoir mieux accompagner son proche aussi. Donc, je dirais que quand on voit la différence entre quelqu'un qui n'a pas d'entourage puis qu'il va arriver à l'urgence psychiatrique et qui est déjà très avancé dans sa rechute, comparativement à quelqu'un qui a un proche qui est capable de détecter les signes précurseurs, bien, ça sera pris plus en avant et on sait que plus on prend la situation en amont, et mieux ça va être pour la personne aussi, pour son rétablissement. Donc, voilà. Et je voulais vous amener le plus-value aussi pour les équipes. Pour moi qui travaille au milieu hospitalier, une complémentarité au sein des équipes. Donc, je travaille avec les équipes, même qu'on n'a pas le même client-patient, si on veut dire, parce que moi, c'est les familles, puis pour les équipes traitantes, ben, c'est le patient. Mais on est capable de se complémenter parce que, justement, ça peut être une relève de support pour les familles. Ils voient la priorité, l'importance de mettre les familles dans le processus du rétablissement de la personne, mais avec la difficulté de la confidentialité, bien, des fois, ça met des barrières pas évidentes pour les professionnels. Alors, à ce moment-là, bien, on est capable de les accompagner. Ça donne une ouverture aux familles aussi, puis ils se sentent considérés là-dedans parce qu'il y a une relève qui est offerte pour eux. Ça favorise aussi le travail de concertation entre le plan pour la personne en rétablissement et les besoins de la famille. Je vous explique un peu comment moi je me vois. Pour moi, c'est d'accompagner la famille. L'équipe traitante va être avec la personne en rétablissement. Mais l'idée, si on arrive et que tout le monde est d'accord d'aller dans ce sens-là, c'est d'aller dans la même direction à quelque part, mais en considérant, ce qui est très important, c'est les besoins de la famille. C'est pas juste dire, OK, la famille est là, on veut que le patient arrive là et il faut que la famille fasse ça. Non, c'est quoi les besoins de la famille et comment on peut combler leurs besoins, comment on peut les aider là-dedans pour avoir un meilleur établissement pour le patient aussi. À savoir une autre chose, qu'est-ce que j'ai pu voir dans mon cheminement, c'est que pour moi, le rétablissement, oui, c'est pour la personne qui compose avec un problème de santé mentale, mais c'est aussi un rétablissement pour la famille. Chaque membre peut ressentir le besoin et le cheminement du rétablissement lui-même parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un choc aussi pour les proches. Donc, ce cheminement est important aussi. Puis, en tant que proche, c'est important de le réaliser puis de se dire, OK, moi aussi, j'ai le droit
d'avoir mon temps de rétablissement et mon cheminement. Donc, d'aller chercher du soutien. J'ai aussi ressorti ici rapidement de la Commission de la santé mentale du Canada l'importance des familles justement dans le processus du rétablissement. Dans les proches aidants fournissent le soutien émotionnel, social et matériel. C'est l'importance de mettre des familles dans le soutien, mais comme je vous disais tout à l'heure, l'importance de les accompagner dans ce processus-là afin que ce n'est pas eux qui vivent plus de détresse encore, mais mieux de les outiller, puis pour qu'ils se sentent plus à l'aise là-dedans. Donc, c'est bon, Isabelle? Une petite distinction rapidement entre parce que souvent on me pose la question, c'est quoi la différence entre un proche aidant et une père aidant famille? Bien souvent, être proche aidant, c'est pas forcément un choix. Ça peut l'être. On peut décider, comme je vous apprends rien là-dedans non plus, d'accompagner un ami ou un proche qui est important pour nous. Mais ce n'est pas toujours un choix. D'ailleurs, j'avais vu dans les statistiques un petit peu plus anciennement que je pense que 40% disaient qu'ils n'ont pas eu le choix d'accompagner leurs proches. Mais c'est ça. Or, qu'être père aidant de famille, ben oui, c'est un choix professionnel. Comme Isabelle l'a dit tout à l'heure pour les pères aidants de famille aussi, c'est un métier et on est rémunéré pour le faire. Donc, c'est un choix. Je suis une proche aidante à la base, formée et qui est cheminée aussi. Donc, c'est important d'avoir cheminé puis d'être disposé à accompagner ses pairs. Des fois, ça se fait aussi en bénévolat, des familles qui aident les autres familles, mais il faut faire attention parce que des fois, on n'est peut-être pas tout à fait prêt à ça ou ça peut nous épuiser nous-mêmes aussi. Or que je pense, d'où l'importance d'être formé puis d'avoir fait un cheminement personnel là-dedans pour s'assurer que d'accompagner les autres familles ne va pas nous amener à un épuisement supplémentaire. Donc, voilà. L'avenir de la pérédance famille, il y a vraiment différentes avenues. Isabelle l'a dit un peu dans l'historique, 2012-2014, les débuts de la pérédance famille, les postes, c'est un peu là autour aussi qui sont sortis en 2014. Dans l'Est de Montréal à la SQS, Société québécoise de la schizophrénie. Donc, on parle 2014 et j'ai commencé en 2020. Pour vous dire, en 2020, quand j'ai débuté sur l'île de Montréal, on était environ 5 à 6 pères aidants familles en poste. Donc, on parle d'il y a 1 an et quelques mois. Et aujourd'hui, on est plus d'une 10 à 15aine sur l'île de Montréal de pères aidants de famille. Donc, il y a vraiment une augmentation de la demande. Donc, on le voit en première ligne et en seconde ligne au niveau des milieux hospitaliers, mais on le voit aussi dans les organismes communautaires. Donc, on voit le besoin de la présence des pères aidants de famille. Donc, c'est ça. Peut-être que je pourrais rajouter ici, il faut faire attention de la posture de la père aidante famille et / intervenant, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé l'autre jour pour en parler un petit peu. Puis c'est vraiment très important parce que quand on travaille dans un organisme communautaire et qu'on a des intervenants psychosociaux et la père aidante famille, ben, c'est de voir c'est quoi notre posture, puis c'est quoi nos limites aussi dans notre accompagnement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en tant que père aidant famille, c'est de donner une place pour la personne et c'est de l'accompagner jusqu'à un certain niveau. Pour moi, comment je me vois en tant que père aidant famille avec mes collègues de l'ACPAM, c'est comme pas de service, il y a la père aidante famille et il y a les intervenants psychosociaux. Donc, une personne qui est moins prête peut-être à cheminer sur des objectifs personnels, ben, il pourrait venir voir la père aidante famille, puis moi, je vais les accompagner peut-être dans cette direction pour ensuite aller faire un cheminement personnel en intervention psychosociale ou autre. Mais ça dépend, comme je vous le dis aussi, père aidante famille, on prend un peu chacun notre couleur, dépendant de notre expérience, dépendant de notre bagage. Comme Isabelle l'a dit tout à l'heure, les pères aidants ont des carrières auparavant. Ben, c'est la même chose pour les pères aidants famille. Souvent, c'est une deuxième carrière. Donc, ça dépend un petit peu de quoi est teintée notre expérience niveau carrière, mais aussi notre expérience en tant que proche. Donc, voilà pour ça. Il y a eu d'autres projets qui ont pris jour. La ligne d'écoute père aidant famille a pris jour pendant la pandémie. C'est un partenariat avec l'ACPAM et la SQS et la QRP. Donc, c'est une ligne d'écoute pour les proches qui prend bon train. Là, pour le moment, ça se passe bien. On est content de l'avoir. Ça donne une ligne aussi donc en santé mentale pour les proches. Il y a des groupes d'entraide qui existent. J'en anime.
ce qui est fort intéressant parce que ça donne une dynamique un petit peu différente des groupes. Parce qu'en tant que père aidant famille, je participe aussi, je donne aussi un petit peu mon petit grain de sel là-dedans. Il y a du mentorat. C'est possible j'ai mentoré des nouveaux pères aidants famille avec les nouvelles formations et tout ça. Pour ma part, ça m'arrive de faire des conférences avec mon proche aussi qui compose avec la santé mentale et de participer dans les formations. Donc, tout ça est en cheminement. Il y a encore beaucoup de choses qui s'en viennent. Donc, voilà un petit peu ce qui en est pour l'avenir de la pérédance. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, je pourrais en parler encore longuement, puis peut-être tout n'était pas très clair. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions. La parole est à vous. Et on vous laisse nos coordonnées si jamais vous voulez nous contacter. Ça va être avec plaisir. Je voudrais peut-être ajouter, Sarah, en conclusion, parce que c'est vrai, moi, ce que j'ai remarqué en travaillant à l'Association des pères aidants du Québec, j'ai beaucoup de demandes de gens qui confondent la père aidance et la proche aidance. Puis, donc, je me suis rendu compte qu'on avait quand même on avait quelque chose qu'on partageait parce que les gens, clairement, le mot se ressemble aussi, proche aidant, père aidant. Mais moi, j'ai reçu beaucoup de gens qui avaient des questions sur la proche aidance, les proches aidants. Puis je leur disais, bien, désolé, nous, c'est les pères aidants. Même quand on est allé parler une journée au ministère là, à Québec, on parlait à la ministre McCann et ministre des Aînés, là, je ne me souviens plus, Marguerite Blais. Et on leur parlait des pères aidants, puis là, ils nous répondaient oui, oui, c'est important, les proches aidants. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'on partage sans le vouloir. C'est aussi le fait qu'on nous confond souvent. Donc, je voulais juste raconter, c'est une petite anecdote là, que des fois, moi, je dois rediriger les gens vers des organismes comme Proches aidants Québec. Donc, voilà, on vous avait préparé d'être disposé à des questions aussi. Je vais arrêter mon partage d'écran. Merci Sarah et Isabelle pour votre présentation très éclairante. Je vois que José a une question. Je vais lui permettre de la poser directement s'il veut. Si José, tu veux ouvrir ton micro, ça sera plus facile. Sinon, je pourrais la poser moi-même. Oui, merci. Alors, la question, c'est celle-là. Lorsqu'il y a une dissonance entre les différents membres de la famille, vous avez affaire à une famille dont la fille aînée souffre de schizophrénie, donc il y a ses 3 autres sœurs, et entre elles se chicanent, elles croient que chacune a la meilleure solution pour leur sœur. Moi, je ne sais pas comment faire si j'avais une père aidante ou un père aidant avec moi. Est-ce qu'il les prendrait chaque sœur différemment en individuel ou il essaierait quand même de les prendre en groupe pour leur parler en sachant que l'une et l'autre vont se couper la parole ou que ça peut s'envenimer? Merci. Peut-être que même la question initiale, c'est est-ce que ça rentre dans le mandat de la père aidante famille d'intervenir là-dessus ou qu'est-ce qu'elle ferait dans une situation comme ça? Ça m'est pas arrivé encore dans une famille où il y a avec 2 personnes, oui. Plus grand, c'est pas arrivé encore. Mais qu'est-ce que je ferais? Parce que quand il y a 2 personnes, il y a peut-être une façon de faire. Quand la famille est plus large, c'est peut-être encore un autre enjeu. Mais comment je fonctionnais? Bon, ça dépend aussi. Il faut savoir qu'avec la pandémie, les rencontres, ça m'arrive beaucoup d'en faire en ligne ou par téléphone. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris contact avec les 2 personnes, donc 2 sœurs. J'ai pris contact avec les 2 sœurs, de voir un petit peu chacun leur... Puis, je pense que dans ce temps-là, c'était de voir c'est quoi les besoins de chacun et puis d'avancer comme ça. Mais j'ai aussi proposé qu'on se voie tous ensemble pour essayer de voir c'est quoi la dynamique. Mais je pense, j'y vais vraiment de mon expérience. Là, il n'y a pas de science infuse là derrière. Mais je pense que c'est bon de voir c'est quoi le besoin de chacun, c'est quoi que... Parce que comme je disais, chacun vit quelque chose de difficile là-dedans, donc c'est important de se respecter là-dedans en tant que proche. C'est pas parce que l'autre vient pas au rendez-vous qu'il s'investit pas. Peut-être qu'émotionnellement, il n'est pas prêt ou peut-être qu'il vit d'autres choses. Donc c'est important, je pense, de respecter ça.
Mais je pense que c'est d'aller voir prioritairement c'est quoi les besoins de chacun individuellement, de voir peut-être une rencontre tous ensemble pour essayer de comprendre la dynamique, parce que des fois, on a les sons de cloche de l'un et de l'autre, mais on ne comprend pas la dynamique. Donc, ça vaudrait peut-être la peine de faire une rencontre tous ensemble. Mais je pense qu'après, en bout de ligne, dépendant de la situation, peut-être que de faire de l'individuel. Dans ce temps-là, moi, si j'ai 2 personnes, parce que ça m'arrive, par exemple, ça m'est arrivé d'avoir une première référence, un père, une deuxième référence, la mère. Puis là, c'est ça. Donc, j'essaye de référer à une de mes collègues dans ce temps-là pour pas que ce soit... Parce que sinon, il y a un enjeu là-dedans aussi pour moi qui accompagne un et l'autre, du raisonnement entre deux. Donc, je pense que ça serait de trouver, d'identifier les besoins de chacun et puis de donner des ressources à chacun, mais pas d'accompagner comme 2 personnes séparément de la même famille, par la même période de famille. Donc, de déléguer à une collègue ou un intervenant à voir c'est quoi le besoin. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est un petit peu comme ça que j'irais parce que c'est déjà arrivé, tu sais, oups, il y a les 2 personnes de la famille, puis là, on entend que c'est difficile parce qu'on est quand même influencé par ce que la première personne nous a dit, donc de rester neutre là-dedans. Puis je pense que pour moi, c'est important d'être authentique avec les personnes que je rencontre. Donc, pour moi, le respect passe par là. C'est de donner cette place complètement à cette personne sans l'influence de l'autre personne qui m'a parlé. Donc, voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Je ne sais plus votre nom, je m'excuse. Oui, merci. OK, merci. Je ne vous vois pas, puis je ne vois pas votre nom. Je m'excuse, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le chat. Moi, j'en ai une. Est-ce que vous avez comme une obligation, ou en tout cas une possibilité de faire de la formation continue, vu que c'est quand même dans une version professionnelle. En fait, moi, ce que je comprends, c'est que c'est quand même une version professionnalisée du rôle de proche aidant, puis de lui attitrer un rôle un peu différent, mais de repartir sur son expertise de proche aidant, sur son vécu expérientiel. Là, il y a quand même des formations d'entrée, ou en tout cas pour consolider tout ça. Puis c'est heureusement, je pense, parce que sinon, ça serait pas évident. Mais est-ce qu'il y a comme de la formation continue aussi qui est prévue pour outiller les pères aidants familles dans ce contexte-là? Est-ce qu'il y a aussi du soutien clinique, par exemple, si il y a des difficultés qui sont rencontrées par la père aidante famille en lien avec ça? Parce que quand elle est dans un organisme communautaire, ben, elle fait à quelque part partie de l'équipe, donc elle va avoir ce soutien-là. Mais quand c'est plus dans les établissements de santé, voilà. Ben, peut-être que je peux répondre parce que tu pourras compléter, Sarah, mais parce qu'évidemment, nous, on a un peu comme un 15 ans d'expérience à défricher tout ça, ces enjeux-là. Puis je pense que les pères aidants familles peuvent bénéficier de toute l'expertise qu'on a développée parce que c'est les mêmes enjeux pour les pères aidants aussi. Formation continue. Nous, on a des intervisions, communauté de pratique, où est-ce qu'on fait de l'intervision, c'est comme de la supervision, mais en groupe. Avec des pères aidants, entre pères aidants. Mais effectivement, il y a comment dire, c'est très important qu'on s'occupe de notre profession qui est quand même, on peut se le dire, quand même assez récente. Donc, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Mais oui, c'est très important pour nous de continuer à se former, de s'assurer d'avoir des fois dans le réseau, ça va être une personne, ça va être le chef, ça va être un chef ou une personne attitrée qui va pouvoir être notre personne à qui se référer pour de la supervision plus clinique. Il y a les intervisions, donc les trucs de groupe. On essaie de bien analyser les besoins des pères aidants pour leur offrir de la formation continue qui répondent à leurs besoins. Puis c'est la même chose, je pense, pour les pères aidants familles, malgré qu'ils sont moins nombreux, mais eux aussi auront à faire ces réflexion-là de qu'est-ce qu'on a besoin comme formation continue, comment on s'entraide dans la pratique. Je pense que c'est les mêmes enjeux qu'on fait face, mais peut-être, Sarah, tu voulais rajouter quelque chose sur ça, la formation continue. Oui, tout à fait, Isabelle. Ce que Isabelle vient de dire est assez complet quand même. Effectivement, on prône le fait de faire des formations continues. C'est important de rester à jour, de connaître l'information parce que c'est ce qu'on partage avec les familles.
Donc, c'est important de connaître comment les orienter et autres, connaître l'information. Et puis oui, effectivement, oui, je suis en milieu hospitalier, mais comme je vous dis, je travaille pour l'ACPAM, donc j'ai des suivis cliniques. Moi, j'ai comme 2 équipes, là, donc je suis vraiment choyée de ce côté-là. Donc, on fait des suivis en équipe clinique à l'ACPAM, mais j'ai aussi mes supérieurs à l'hôpital à qui je peux me référer. Donc, je suis vraiment très, très bien accompagnée de ce côté-là. Donc, voilà. Puis des comités de pratique, comme Isabelle, elle dit, on a de la chance, notre petite famille de Père aidant famille est aussi accueillie à l'AMPAC, donc l'association dont Isabelle est directrice. Donc, j'assiste aussi au comité de pratique et aux rencontres avec les pères aidants. Ce qui est fort intéressant pour mon expertise et pour mes connaissances, c'est qu'en tant que père aidant famille, j'ai cette sensibilité-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis toujours, tu sais, il y a la confidentialité. On travaille avec des adultes, nos patients, c'est des adultes. Et il y a la confidentialité qui se met un petit peu entre deux, qui est une barrière, c'est quand même pas évident. Mais pour moi, c'est important de savoir que quand j'accompagne une famille, je réponds à leurs besoins, mais que j'ai un impact positif pour la personne en rétablissement aussi. Donc, en travaillant, en échangeant avec les pères aidants, donc à l'hôpital Notre-Dame, justement, on a une équipe aussi, puis il y a aussi des pères aidants qui sont là, et ça me permet de comprendre l'intervention que je vais faire avec les familles, l'impact que ça peut avoir sur la personne en rétablissement. J'ai mon proche, mais c'est encore différent quand c'est d'autres pères aidants avec qui on peut échanger. Donc, je participe à des comités de pratique justement avec les pères aidants, puis il y a aussi une comité de pratique père aidant famille. Donc, tout ça nous enrichit beaucoup, puis beaucoup de formations, différentes formations qu'on suit. Donc, voilà pour cette question-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle virtuelle? Vous pouvez lever vos mains au fur et à mesure aussi, pas obligé d'attendre que je vous, que je vous relance. Moi, j'en ai encore une autre. Je vois personne qui dit rien. Là, dans la salle, on a des intervenants d'organismes communautaires. Il y en a qui accompagnent des proches aidants d'enfants ou d'adultes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Il y en a, c'est pour les aînés. Bon, il y a vraiment différents profils. Si un organisme souhaitait développer un projet pilote hors santé mentale, justement, de père aidant famille, puis, bon, bien sûr que c'est l'organisme qui va faire les démarches après de financement, on s'entend, aller quêter à droite à gauche, mais pour créer, pour conceptualiser ce projet-là, un peu par où il faudrait qu'ils s'y prennent? Est-ce qu'il y a de l'accompagnement qui serait possible ou en tout cas des ressources qu'ils pourraient aller chercher pour pouvoir vraiment ensuite déposer sa subvention, mais qu'elle soit comme un peu cannée, consolidée avec tout ce que vous aussi, vous avez déjà développé? Je répondrais que c'est certain que nous, en général, la père aidance famille, on essaie de se tenir très au courant des différents projets de recherche, projets pilotes, les chercheurs du domaine, les projets expérimentaux, tout ça. Donc, c'est important pour nous d'être à l'affût. Fait que normalement, des fois, il y a des gens qui vont venir vers nous parce qu'ils veulent démarrer un projet de père aidance ou de père aidance famille. Puis nous, on peut certainement les soutenir dans leur réflexion parce que aussi, on connaît ou on peut les référer vers quelqu'un d'autre. Tu sais, je pense à, par exemple, il y a une personne une étudiante en santé publique qui a fait un gros travail sur la père aidance famille et comment ça se passe au niveau avec par exemple, c'est avec le CIUS Centre-Sud. Fait qu'elle, elle a vraiment été en profondeur dans sa recherche sur le mécanisme de inclure un père aidant famille dans mettons, un hôpital, exemple. Donc, nous, on connaît les gens, c'est quand même un petit monde. Fait que je dirais que oui, on peut être un conseiller pour dire, ben peut-être penser à ça, pour y aller vers, tu sais, fait que oui, on a souvent des demandes. Puis moi, c'est sûr que je peux pas à l'association nécessairement tout répondre à ça, mais souvent, je vais référer vers une autre personne ou une autre équipe ou une équipe de recherche, par exemple, ou un autre organisme qui va pouvoir les soutenir dans ça. Je ne sais pas si, Sarah, toi, tu avais d'autres pistes pour quelqu'un qui voudrait implanter la père aidance famille. C'est sûr qu'il y a des organismes qui ont l'expérience de l'avoir fait, donc comme l'ACPAM, comme la SQS. C'est sûr qu'ils ont un historique de ça aussi. Non, je n'ai pas vraiment rien à rajouter, mais les formations sont quand même assez...
je pense que le projet vient avec, les personnes engagées sont importantes à être formées aussi. Donc, je pense que c'est un volet à ne pas oublier. Mais non, j'ai rien à rajouter face à ce que tu viens de dire, Isabelle. Je pense que c'est très complet. C'est bon d'aller se référer à des organismes qui ont déjà fait affaire. Je rajoutais, Mélanie, parce que c'est ça, c'est relativement récent comme science ou comme. Donc, on est en train encore de l'exploration, l'expérimentation sur le terrain informe la recherche et les formations, dans le sens qu'on est encore en train de recueillir les effets de comment ça se passe sur le terrain pour mieux former les gens, pour mieux étudier les enjeux. Fait que c'est vraiment comme encore au début de l'implantation, je dirais, même si ça fait quand même 15-20 ans qu'on a de la paire-aidance au Québec, mais c'est encore, je trouve, embryonnaire. Puis, on continue à ajouter le savoir au fil de l'expérience. C'est ça. Il faut quand même rester humble là-dedans. Là. On est encore au début du déploiement, je dirais. Merci. Il y a quelqu'un qui demande justement la recherche de l'étudiante en santé publique, si c'était possible de transférer le lien, donc de l'envoyer à Ludovic, puis nous, on le retransmettra aux participants. Ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu tantôt Jean Savant, mais je ne le revois plus. Je ne sais pas si finalement la réponse à la question a été répondue. Est-ce que vous en voyez d'autres dans les 5 minutes qui restent? Ou des commentaires aussi, c'est pas quelque chose qu'on a souvent entendu parler exclusivement. Ah, Josué, vas-y, je pense que tu peux encore ouvrir ton micro. Oui, je voulais simplement vous dire merci pour le travail humain que vous faites, surtout par rapport à la stigmatisation et les tabous de la santé mentale. Parce que oui, je travaille avec beaucoup de familles et souvent les membres d'une même famille vont dire ah, mais c'est un secret, il ne faut pas que ça s'ébruite, on ne veut pas que le voisinage le sache. Surtout que je suis dans le rural, en Outaouais, donc tout le monde se connaît un peu et même à l'intérieur d'une même famille, on peut avoir des préjugés par rapport à ce dont souffre un membre, comme un cousin ou quelque chose. Alors, c'est pour ça que je disais, est-ce qu'on essaie de démanteler en groupe le fait, Sarah, vous le disiez, dans le sens qu'il y en a qui vont dire, selon moi, Michel, ou selon moi, Éric, il faudrait faire telle chose. Alors là, il y a le conflit qui se mêle et j'essaie de redire aux gens, oui, mais votre frère, peut-être qu'il vit autre chose et qu'il faudrait peut-être l'écouter. Voilà. C'est important, oui, exactement. Je trouve que c'est très, très important de les sensibiliser à ce que l'autre peut ressentir. Moi, je parlais de parents tout à l'heure, puis ça, mais lui, il fait ça, puis lui, non, tu sais, OK, vous vivez quelque chose, puis votre conjoint, votre conjointe vit autre chose, ça va chercher quelque chose de différent, ce qu'on vit, mais c'est de se respecter, de respecter notre propre souffrance, mais de respecter la souffrance des autres membres de la famille. Puis ça peut même être le voisin que c'est difficile pour lui. Donc, je pense que c'est important de se respecter chacun puis de considérer ça. Donc, voilà. Mais merci beaucoup. C'est un beau partage. C'est vrai, je voudrais peut-être rajouter, c'est vrai que quand on baigne depuis longtemps dans la santé mentale, on dirait que l'aspect stigmatisation, des fois, moi, je l'oublie parce que je suis tellement là-dedans, puis pour moi, tout le monde est ouvert et en parle, mais c'est vrai que c'est encore tabou, même malgré qu'on en voit beaucoup ces temps-ci, surtout dans les médias, la santé mentale des gens qui se dévoilent, mais c'est vrai que c'est une des parties de notre travail et de déstigmatiser puis d'en parler, de dire que ce soit plus justement tabou de dire je vis avec la schizophrénie, avec la bipolarité, peu importe, j'ai vécu une dépression, qu'on puisse libérer la parole, c'est vraiment ça aussi le rôle à la base du père aidant. Mais moi, on dirait que quand ça fait longtemps qu'on fait ça, on est un peu biaisé parce qu'on est tellement toujours dans la parole libérée qu'on oublie que dans certains endroits encore, dans certains, des régions ou même dans peu importe, dans des contextes où on n'en parle pas, c'est tabou encore aussi. Donc, effectivement, c'est un bon point qu'on a oublié un peu de mentionner, mais oui. Merci. Jean Sabin, je revois votre main levée, fait que si vous voulez ouvrir votre micro puis poser votre question, c'est le moment.
Bon, il a redisparu. Euh, Sinon, c'est toujours possible de poser la question dans le chat. Il nous reste une dernière minute, un dernier commentaire, une dernière petit questionnement que vous voulez faire avant qu'on se quitte. Ah, non, toujours pas, Monsieur Savant. Je voudrais peut-être dire, j'ai vu dans le chat qu'il y avait des gens de la Fédération québécoise de l'autisme, puis des gens aussi au niveau cancer, puis c'est ça, c'est quand même deux domaines où on voit l'émergence aussi de la paire-aidance, puis notamment en autisme, il y a des très bons résultats déjà dans les projets de recherche préliminaire. C'est très intéressant, là, la paire-aidance en autisme. J'ai participé moi-même à un projet de recherche avec des groupes d'entraide facilités par des paire-aidants autistes pour personnes autistes. Puis aussi en cancer, je sais qu'il y a des chercheurs aussi qui travaillent avec des patientes accompagnatrices de d'autres patientes, par exemple dans le cancer du sein ou des choses comme ça. Fait, et c'est vraiment intéressant partout où ça peut se développer. Puis si vous avez même des suggestions de d'autres créneaux, on est intéressé aussi à connaître ça. Mais dans le plan d'action en proche aidance qui a été diffusé là, il y a quelques mois, il y a de la paire aidance proche aidance dans le fond, donc famille, pour tout ce qui est les proches aidants d'une personne en soins palliatifs fin de vie, qui est en train de se développer tranquillement. Fait que comme je disais au début, je pense que c'est un rôle qui va questionner, qui va s'implanter dans différents contextes de proche aidance, puis ça peut valoir la peine de faire partie des équipes qui les développent en amont, ou au contraire juste de jeter un œil sur ce qui se passe pour éventuellement le faire un peu plus tard là, en fonction de vos réalités diverses. Mais merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Isabelle, pour votre partage d'expérience et d'expertise. Merci aux participants, participantes. Vous allez recevoir un courriel dans les prochains jours par rapport à la suite de ce webinaire. Puis une bonne après-midi à tous. Merci à tous pour votre écoute. Merci, au revoir. Prenez soin de vous.